Alléluia, alléluia, coucou la famille d'Impact Redisha, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je crois que vous allez bien, je crois que Dieu prend soin de vous, qu'il vous conduit près des eaux paisibles et dans de verts pâturages, parce que vous faites de lui votre berger. Alors aujourd'hui, nous avons un thème. Le thème du jour, c'est comment procurer et maintenir la paix dans le foyer. Ce n'est pas toujours facile. Beaucoup de personnes m'écrivent, voilà ce qu'il m'a fait, voilà comment il est devenu, voilà comment elle a un mauvais comportement, elle est comme ci, elle est comme ça. Ok. J'ai décidé d'écrire un cours qui pourrait aider un homme, une femme. Des choses que moi-même je pratique dans mon foyer, qui m'aident, qui marchent. Je ne voudrais pas que mon foyer marche et le tien se brise. Alors je décide de partager ce qui marche chez moi avec toi. Pour que cela soit également possible chez toi. Alors ce n'est pas toujours facile d'être un artisan de paix. Ce n'est pas toujours facile d'éviter la confrontation. Ce n'est pas toujours facile de se taire. Parce que l'autre nous irrite d'une certaine manière, l'autre dit des choses ou fait des choses qui nous mettent hors de nous. Ce n'est pas toujours facile, tellement bouillon à l'intérieur, on a envie de parler, on a envie de réagir. On a envie d'agir d'une manière parce que on a envie de vider ce que nous ressentons à l'instant. J'ai envie de dire à un homme, j'ai envie de dire à une femme aujourd'hui que ce n'est pas souvent la bonne solution à faire. Vous savez, lorsque tu es fâché, décide de ne pas parler. Décide de ne pas parler. Pourquoi? Parce que si tu parles, étant fâché, tu peux détruire. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, lorsque tu es fâché, lorsque tu es en colère, lorsque tu es irrité, est-ce que tu sais ce qui va sortir de toi? Est-ce que tu penses que c'est la vie qui va sortir de toi ou c'est la mort qui va sortir de toi? J'ai envie de dire à un homme et une femme ici, arrêtons de s'aimer. La mort dans nos couples. Et après, lorsque tout va mal, on se pose la question, pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Nous avons oublié que nous avons planté quelque chose au début. Nous avons planté quelque chose il y a une année. Cette chose a simplement poussé. Et nous sommes arrivés à la récolte. Donc attention à ce que nous disons. Attention, toutes les actions ne nécessitent pas une réaction. Alors, résoudre les conflits dans le mariage est parfois complexe parce que cela peut être si difficile à naviguer et de nombreux couples trouvent que les problèmes non résolus et les blessures commencent à s'accumuler avec le temps. Dans de nombreux cas, cela entraîne du ressentiment et des conflits plus fréquents. Commence à être mal. On commence à se dire si seulement j'avais réfléchi, mais pourquoi je me suis même mariée si jeune, mais pourquoi cela est même arrivé. On commence à être amer, on commence à mettre au monde l'iniquité, on commence à avoir un cœur inique, qui murmure, qui se plaint, qui est triste, qui est abattu. Une façon de lutter contre ce problème est de travailler intentionnellement pour créer la paix. Dans votre mariage, dans votre relation, dans votre couple, il faut travailler de manière intentionnelle. Décider de faire comme si. Vous n'êtes pas obligé de vous comporter d'une certaine manière lorsque quelque chose vient à vous. Lorsque tu n'as pas commandé quelque chose à Amazon et on te livre ça devant la porte, ça arrive et tu te dis, je fais comment? Est-ce que tu te fâches directement lorsque l'ennemi de ton âme envoie quelque chose que tu n'as pas commandé à toi? Comment tu réagis? Attention au genre de bataille que tu livres. Attention à la stratégie que tu décides. La stratégie que tu décides de prendre pour mener ce combat. Attention. Alors comment affronter ces problèmes? Comment affronter ces problèmes de front? Ne pas faire comme si ces problèmes n'existaient pas. Comment faire pour agir de manière intentionnelle? C'est d'affronter ces problèmes. C'est de ne pas les cacher, de ne pas avoir honte d'eux, mais de les affronter, de ne pas avoir peur d'eux. Si ce sont des Goliaths, alors tu es un David pour décapiter ce Goliath.
Alors j'ai dit ici que la vraie clé pour avoir la paix autour de vous est d'envoyer des pensées positives et de commencer la paix en vous. Vous savez, on ne peut donner que ce que nous avons. Si nous ne sommes pas en paix nous-mêmes, nous ne pouvons pas maintenir la paix, nous ne pouvons pas procurer la paix parce que nous ne l'avons pas. Et même lorsque l'autre fera des efforts pour créer un climat de paix, nous allons toujours nous sentir mal parce qu'en nous, nous ne sommes pas en paix. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Alors une bonne communication fréquente joue également un rôle important, non seulement la communication avec votre partenaire, mais aussi avec vous-même. Parfois, asseyez-vous et dites-vous, est-ce qu'il fallait que je réagisse comme ça? Ok, on s'est disputé comme si c'était violent. Mais est-ce qu'il fallait que je dise ce que j'ai dit? Est-ce qu'il fallait que je me comporte d'une certaine manière? Et si j'avais fait autrement? Parfois, il faut parler avec vous. Parlez avec vous. Et vous allez entendre à l'intérieur de vous la voix du Saint-Esprit qui va vous souffler. Vous devez réfléchir et vous parler de vos situations qui pourraient conduire à des arguments contradictoires. Parfois, il faut réfléchir et se dire, si je dis ceci, comment l'autre va recevoir ça? Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 choses que vous et votre conjoint pouvez faire pour rechercher et poursuivre la paix, maintenir la paix dans votre mariage, dans votre relation, dans votre couple. Alors le verset de base ici que j'ai, c'est Romains 12, au verset 18. La Bible dit ceci, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si cela dépend de toi, s'il te plaît, sois en paix avec tous les hommes. Alors la première chose ici, c'est soyez le premier à vous excuser. Pas comme on voit partout, on s'excuse pour tout et n'importe quoi, même si je n'ai pas tort, je m'excuse. Non, je ne parle pas de ce cas-là. Que votre conjoint ait tort ou non à vos côtés n'a pas d'importance normalement. Ce qui compte, c'est de savoir si vous êtes prêt à intervenir et à dire d'abord que vous êtes désolé. N'attendez pas que votre conjoint vienne à vous. Si vous avez quelque chose dont vous vous excusez, dont vous devez vous excuser, dont vous vous reprochez, allez-y et faites le pas. Soyez le premier à vous excuser. Viens vers l'autre et dis, ok, oui, je reconnais que j'ai dit ceci. Je n'allais pas le faire. Je m'excuse pour cela. Cela ouvrira la porte à votre conjoint pour répondre en nature s'il a résisté. Parfois, il a résisté. Il y a eu un peu d'orgueil. Il s'est dit, mais pourquoi elle me parle comme ça? Mais pourquoi il me parle comme ça? Il se prend pour qui? Parce que tu es venu vers lui. Parce que tu es venu vers lui. Tu as apaisé son cœur. Quelque chose a changé. Et lui aussi, il va pouvoir s'ouvrir parce que maintenant, tu as créé un climat, une atmosphère qui va emmener l'autre également à s'excuser. Assurez-vous de ne vous excuser que si vous avez quelque chose à vous reprocher. On ne s'excuse pas pour rien, sinon on va gaspiller l'autre. L'autre pensera que lorsqu'elle fait mal, tu viendras t'excuser et l'histoire va finir. Non. La deuxième chose ici, c'est soyez responsable de vos erreurs. Nous avons souvent du mal à être responsables de nos mauvaises actions. Évitez la responsabilité des mauvaises décisions que vous prenez ou des choses blessantes que vous dites à votre conjoint ne fera qu'aggraver les blessures et s'aggraver avec le temps. Lorsque l'autre sait que tu as eu tort, mais tu ne prends pas la responsabilité de tes actes, de tes erreurs, de tes décisions, ça ne fera que faire grandir la blessure. Ça ne fera que faire grandir le fossé entre vous. Sois responsable, dis ok, j'ai fait ça, je n'allais pas faire ça. Maintenant, c'est passé comme si, ok, c'était ma faute. Même si vous ne voulez peut-être pas admettre d'actes répréhensibles, il vaut mieux mordre la balle autant pour moi et admettre que vous avez commis une erreur. Votre conjoint sera plus susceptible de vous pardonner plutôt si vous êtes prêt à assumer votre part lorsque vous vous excusez. Assumez. Prenez la responsabilité de vos actions. Le troisième point ici, c'est ne pas balayer les objets sous le tapis. Non, surtout pas. Si vous avez un conflit non résolu sous la surface de votre mariage, tôt ou tard, il deviendra de plus en plus grand.
Tôt ou tard, il deviendra de plus en plus grand jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le gérer. Est-ce que vous voulez arriver à cela? Vous voulez arriver au point où on ne peut plus gérer ça? S'il vous plaît, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Est-ce que tu as envie d'avoir un problème qui te dépasse? C'est devenu ingérable? Non. N'attendez pas d'arriver dans cette direction. Lorsque vous voyez un problème, ne le balayez pas, ne l'oubliez pas, ne l'ignorez pas, n'ayez pas peur de lui. Faites face à ce problème. Ne balayez pas les problèmes sous le tapis. Ne vous en cachez pas. Et ne les envoyez pas sur la place publique, sur la route. À qui veut entendre, voici ce que mon mari a fait, voici ce que ma femme a fait. Ce n'est pas un comportement qu'il faut adopter pour régler ce problème. Affrontez-les de front, à deux, commencez à deux et reconnaissez leur présence pour qu'ils soient moins susceptibles de continuer de grandir. Et s'il vous plaît, ne vous comportez pas comme si tout allait bien. Non, 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 non. Vous savez que vous avez un problème et vous vous comportez comme si tout allait bien. On oublie ça. Non, on n'oublie jamais, ça reste dans notre cœur. Et lorsqu'il y a quelque chose, une petite étincelle, il revient à la surface, donc attention. On ne peut pas guérir une maladie à la surface. On détruit le microbe à la racine. Le quatrième point ici, c'est encourager votre conjoint à faire face aux problèmes ensemble. Il y a des conjoints, ils ne veulent pas faire face aux problèmes à deux. Lorsqu'on est deux, en tout cas, il faut que ça prenne une autre dimension. Si on en parle, ça va dégénérer. Si on en parle, on va casser la baraque. Non! Vous et votre conjoint pouvez créer la paix ensemble en affrontant vos conflits, vos défis et vos problèmes en équipe. Vous êtes une équipe, c'est vous deux contre le problème, pas l'un et l'autre. Pas l'un contre l'autre. Vous êtes tous les deux plus forts ensemble que vous ne l'êtes séparés. Et si un seul d'entre vous mène vos batailles, cela pourra entraîner d'autres problèmes. Cela pourra entraîner du ressentiment et des conflits entre vous deux encore. Rassemblez vos têtes pour créer des solutions. Des idées qui vous mèneront loin des conflits et vers une existence heureuse et pacifique. Le mariage, ce n'est pas la bagarre. Non, ce n'est pas la bagarre. Le cinquième point ici, c'est parler la vérité dans l'amour. Parler la vérité dans l'amour. Parfois, vous devez dire des choses que votre conjoint ne veut pas entendre. Parfois, il ne veut pas entendre ce genre de choses. Elle ne veut pas entendre ce genre de choses. Parlez quand même, mais dans l'amour. Même si vous savez que lorsque vous allez parler de ça, cela pourra peut-être vous blesser aussi. Lorsque votre conjoint réagira, peut-être ça va aussi vous blesser la réaction. Peut-être il va réagir sous la colère, sous la douleur, sous la tristesse. Mais vous aurez parlé dans l'amour. Vous aurez dit la vérité. Approchez-vous de lui avec amour et posez toutes vos cartes sur la table. Si il ou elle a un problème qui nuit à votre mariage ou à votre famille, ou si ce problème même tout simplement est nuisible pour vous deux, ou pour lui, ou pour elle, vous devez le signaler. Signalez-le à temps. Cela peut être une dépendance à quelque chose, un comportement blessant, une attitude, un certain nombre de choses. Le bien-être de votre conjoint peut dépendre de votre prise de parole. Ne prenez pas simplement la parole pour dire tout et n'importe quoi, de manière désordonnée. Organisez vos pensées et parlez. Et s'il emprunte une voie destructrice, parce qu'il marche avec ce copain, parce qu'elle marche avec cette copine, parce qu'elle est entourée d'un genre de personnes qui ne voient pas comme vous, qui ne croient pas comme vous, votre mariage peut s'effondrer également. Donc votre prise de parole compte beaucoup. Le sixième point ici, c'est mordez-vous la langue avant de parler. Mordez-vous la langue avant de parler. D'un côté, vous devez parfois vous contrôler pour maintenir la paix. Avez-vous tendance à parler avant de penser? Ça peut arriver, vous êtes en colère, vous parlez, vous débitez des choses et vous êtes en train de s'aimer des choses, s'aimer la mort, s'aimer la haine, s'aimer la colère, s'aimer.
Avez-vous tendance à parler avant de penser en disant des choses blessantes dans le processus? Insulter la personne, insulter ses parents. Oui, tes parents sont comme ci, tes parents sont comme cela. Insulter la personne même. Est-il parfois difficile de maîtriser votre tempérament lorsque la situation devient compliquée? Si vous voulez d'abord rechercher la paix, cela rapportera des sacrifices, des dividendes, d'apprendre à tenir votre langue. Apprenez à tenir votre langue. Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant de parler. Avant de dire quelque chose, réfléchissez. N'ouvrez pas simplement la bouche parce que quelque chose s'est passé. Donc je réagis seulement. S'il ne m'aurait pas parlé comme ça, si elle ne m'aurait pas parlé comme ça, je n'aurais pas réagi comme cela. Non. Prenez la responsabilité de vos actions. N'accusez pas l'autre. Ne mettons pas le poids sur les autres. Non, ce n'est pas juste. Le 7e point ici, demandez de l'aide. Vous savez, le mariage n'a pas un manuel. Nous n'avons pas un même homme. Tous les hommes n'ont pas un même comportement. Toutes les femmes ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas toutes un même comportement, une même façon de voir les choses. Non, il n'y a pas de manuel. Chacun s'adapte à la personne avec qui elle est. Alors si votre mariage est en difficulté et que vous ne parvenez pas à parvenir à la paix par vous-même, à deux, il est sain, il est bon et il est sage de demander de l'aide. Ciblez la personne. S'il vous plaît, n'allez pas voir un parent. Non, je vais appeler ma mère. Elle va gérer ce problème. Comment il peut me faire ça? Il me trompe, elle me trompe. Je vais appeler ma mère, je vais appeler sa mère, je vais appeler mes frères, je vais appeler ses sœurs. On ne règle pas les problèmes avec les parents. Non, n'allez pas là-bas. Ciblez dans votre sphère une personne. Un ami, peut-être c'est un ami de la famille. Un couple marié, de préférence. Pourquoi? Parce que vous devez voir quelqu'un qui est dans la même situation que vous. Sinon, vous allez avoir l'impression que cette personne ne comprend pas suffisamment parce que elle ne peut pas se mettre dans les mêmes chaussures que vous. Peut-être elle est célibataire et toi tu es marié. Tu expliques ton problème. Comment elle va prendre ça? Non. Il faut te mettre avec une personne qui est dans la même situation que toi, qui peut te porter également dans la prière. On ne se met pas avec n'importe qui. Alors trouvez un ami, un couple, un pasteur, un mentor, un conseiller de confiance. Surtout une personne. Vous savez que lorsque vous allez parler de ces choses intimes vous concernant, vous n'allez pas les retrouver demain sur la place publique, dans le marché. Tous vos parents ne seront pas alertés, votre belle famille, etc. Trouvez quelqu'un de confiance. Peut vous aider à déterminer votre prochaine étape vers l'établissement de la paix dans votre union, dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre relation. Faites de votre mieux pour convaincre votre conjoint et travailler avec cette personne de confiance afin de vous mettre sur des bases solides. Parfois, on a simplement besoin d'un conseil, d'une autre approche, d'une autre façon de voir les choses pour changer. Alors, j'ai un bonus pour toi ici, est-ce que tu connais le but de Dieu pour ton mariage? On ne se marie pas simplement pour le plaisir de se marier parce qu'on doit faire des enfants. J'ai envie de te dire ici que ta vie a une grande histoire. Mais souvent, les gens se trouvent piégés dans la petite histoire. On va travailler, gagner de l'argent, faire les courses, dîner, aller en voyage, emmener les enfants jouer au foot, au parc. Puis la vie est à moitié terminée. Ce sont tous des parties de la petite histoire. La grande histoire est qu'il y a un roi et un royaume et un appel de Dieu sur votre vie. Pourquoi Dieu vous a-t-il mis ensemble? Découvrir comment Dieu veut vous utiliser, vous et votre conjoint. C'est important. Vous devez découvrir pourquoi Dieu veut vous utiliser. Et où veut-il vous utiliser? Découvrez comment Dieu veut vous utiliser. Vous et votre conjoint dans son royaume vous donnez un but. Votre mariage a un but. Et vous lie en tant que couple.
C'est cela qui vous lie, c'est le but à atteindre. Vous n'êtes pas ensemble pour courir et courir et courir. Vous avez une destination. Vous avez une vision. Vous avez une mission. Alors découvrez pourquoi vous êtes ensemble. Souvenez-vous, lorsqu'on est tellement important pour Dieu, on est également tellement important pour le diable aussi. Alors faites attention. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Merci d'avoir écouté cet enseignement. S'il vous plaît, n'hésitez pas de sauver des vies, de sauver des mariages. Partageons cet enseignement à nos sphères, à nos amis, sur nos murs. Partageons massivement. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas de nous abonner. Ce mois d'août, nous aurons plein d'enseignements. Que Dieu nous bénisse.